avis compte. Témoignez. Composez le 3628 et dites Sud Radio. 34 centimes la minute. Il faut sauver le bébé Manil. Nous vous le répétons depuis tout à l'heure. 3628 si vous voulez témoigner. Maître Garret, est-ce qu'il y a des moyens de recours d'ailleurs de la part de la famille Manil, alors qui est une famille étrangère, je le rappelle, hein, ce ne sont pas des ressortissants français, ils sont algériens. Quel est leur recours? Est-ce qu'ils en ont un auprès des hôpitaux français pour pouvoir faire que cette greffe se fasse en fait? D'un point de vue strictement juridique, je ne vois pas en ce qui me concerne une voie de recours qui puisse être offerte à ces ressortissants algériens. En revanche, indépendamment de cet aspect procédural, je crois à tout le moins qu'il faut faire appel au devoir d'humanité des deux rives et des chefs d'État. Ouais. Des chefs d'État. Je pense qu'il est éminemment urgent, parce qu'on parle là de vie et de mort, de faire appel aux autorités, et d'un point de vue éthique et moral, et d'un point de vue politique. On connaît cette situation. On ne va pas instrumentaliser la norme juridique pour faire un recours aléatoire devant je ne sais quelle juridiction. Je crois qu'il faut faire appel là. Oui, d'un autre côté, Alain Garret, je me fais l'avocat du diable, pourquoi la France devrait payer? Alors, c'est vrai qu'il y a un côté humanitaire, mais pourquoi la France devrait payer pour toute la misère du monde, comme aurait dit quelqu'un d'autre? Oui, certes, mais je pense que la responsabilité incombe avant tout aux autorités algériennes. Qui a du gaz et du pétrole dans son sous-sol, il faut le rappeler. Oui, vous savez bien que la raison d'État va signer la condamnation de l'innocence, et la déraison, on est en pleine déraison, on sait très bien quelle est la politique actuellement de l'État algérien au regard d'un certain nombre de polémiques avec la France, sur ce sujet-là précisément d'ailleurs, des soutiens réciproques et bilatéraux. Non, je crois que là il faut revenir au ras des pâquerettes. Un enfant est en danger de mort, on peut le sauver. Il faut cesser d'invoquer des raisons de sécurité sociale pour faire un geste. Dérogatoire certes, mais pour faire un geste. Ouais. Noël Millepied, une petite question à ce stade de la conversation. Vous êtes médecin, chef du service hématologie au CHU de Bordeaux, donc la greffe de moelle osseuse, c'est votre spécialité, une de vos spécialités. Ça n'est pas un succès assuré à chaque coup. Non. Il peut y avoir échec. Non, c'est pas un succès parce que, encore une fois, j'ai évoqué tout à l'heure les complications qui étaient liées au transfert de cellules d'un individu à un autre individu. Et ce transfert de cellules peut éventuellement être responsable de complications. Il peut entraîner lui-même des complications qui sont pas forcément toujours maîtrisables malgré les moyens techniques et les moyens thérapeutiques qui sont à notre disposition. Et dans ces conditions-là, il peut y avoir un décès malgré la réalisation de la greffe liée à la difficulté technique du geste, à la difficulté, biologique d'installation d'un système qui fabrique des cellules qui vient d'un individu chez un autre individu. Mais si vous voulez, bien entendu, il y a un risque de mortalité lié à la technique elle-même. Mais ce risque-là, quand on le met en face du risque d'évolution spontanée de la maladie, qui est quand même, on l'a dit, je crains que malheureusement ce ne soit, qu'on doive le répéter, qui est quand même un risque mortel, mérite que ce geste soit proposé. Parce que même s'il existe une mortalité liée à la greffe, elle est largement inférieure à celle qui est observée sans faire une greffe. Sans faire une greffe. D'ailleurs, le frère aîné de Manil, Zachary, est mort, lui, à l'âge de 7 mois. C'était le premier garçon du couple. Il est mort. Alors voilà. Est-ce que tous les garçons de ce couple seront atteints de cette maladie ? Je ne pense pas qu'on puisse répondre ça de façon aussi péremptoire. Et donc, par conséquent, je ne pense pas que l'on puisse dire tous les garçons de la famille vont être atteints de ce type d'anomalie sans avoir des éléments supplémentaires pour pouvoir savoir précisément de quel type d'anomalie il s'agit. Alors, il n'est pas question de montrer du doigt les gens ou de responsabiliser, de culpabiliser les parents, évidemment. Ça n'est pas leur cas, d'ailleurs, à eux, mais c'est une maladie qui souvent résulte de consanguinité, dit-on. C'est possible. De mariage consanguin. C'est possible, c'est une maladie rare qu'on voit effectivement dans des couples consanguins, comme on peut voir dans d'autres circonstances que la consanguinité. Et de toutes les façons, je crois que, en admettant même que ce soit le cas, non, c'est pas le cas, ça n'est pas le cas.
si ça n'est pas le cas, c'est encore mieux, mais même si c'était le cas, si vous voulez, bon, le phénomène existe, la maladie existe, on a un moyen thérapeutique qui est à notre disposition pour tenter d'enrayer ses conséquences mortelles. Je pense que la question se pose là plus que n'importe où ailleurs, c'est-à-dire peut-on ou non réaliser cette greffe. Nathalie Bissot, vous êtes responsable de la communication au sein d'une association qui est l'association Maladie Foi Enfant. Et votre enfant avait besoin d'une greffe, n'a pas pu bénéficier de cette greffe à temps, et votre enfant n'est plus là, vous l'avez perdu. Tout à fait. Oui. Vous, puisque vous êtes communicante, vous communiquez souvent pour sensibiliser les gens, parce que finalement, vous savez, les gens ne sont pas au courant de toutes ces maladies qui ne les concernent pas. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que là, j'ai rejoint, suite au décès de ma fille, je me suis dit que j'allais pas tourner le dos à ce monde-là, et puis suite à mon histoire et la rencontre merveilleuse en fait des médecins, des équipes éducatives et autres de l'hôpital, je me suis dit qu'il fallait pas tourner le dos, parce qu'elle était partie et qu'il y avait tout à faire, et donc j'ai rejoint l'association Maladie Foi Enfant qui s'est créée récemment puisqu'elle date de 2009. C'est une association qui est constituée de parents et de familles d'enfants malades du foie. On a recensé plus d'une centaine de maladies, et nous sommes en train en fait de récupérer entre guillemets des familles étrangères. Je pense notamment au cas d'une famille du Maroc qui le papa donc sa fille est atteinte d'une maladie rare et une maladie génétique, et elle avait besoin d'une greffe du foie. Donc il a parcouru tout le Maroc et fait tous les hôpitaux pour voir si quelqu'un pouvait s'occuper de sa fille, et aucun hôpital n'était compétent pour la prendre en charge, ce qui fait qu'il a quand même réussi à obtenir en fait les autorisations donc de la CNAM et donc de l'hôpital de Bicêtre qui était le centre de référence, ce qui fait qu'il a pu en fait lui avoir un visa pour sa fille, mais il a eu du mal lui-même à obtenir un visa pour l'accompagner. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a vraiment un problème avec l'association, nous militons pour porter le droit des enfants malades. Il y a vraiment un problème. Attendez. L'étranger, des parents étrangers, il y a le problème du visa qui vient se greffer, si vous me permettez, ce mauvais jeu de mots. Absolument. Mais les demandes et les instructions de visa en question sont exercées conformément aux besoins invoqués pour se déplacer. Et vous trouverez des déclarations du consul de France à Alger, s'agissant de l'Algérie précisément, qui fait état de la prise en considération du motif médical pour délivrer un visa. C'est la même chose, c'est-à-dire que pour notre côté, il a fallu que le professeur Olivier Bernard, le chef du service en hépatologie pédiatrique, écrive au consulat pour obtenir gain de cause pour le papa. Vraiment, c'était incroyable. Et donc cet enfant, même si elle avait 11 ans, elle avait besoin de quelqu'un de sa famille pour l'entourer. Surtout que après, on les laisse repartir une fois qu'on est sûr que la greffe fonctionne. C'est-à-dire qu'elle a passé plus d'1 an après sa greffe à l'hôpital. On ne l'a relâchée que quand ils ont été sûrs qu'elle pouvait repartir chez elle. Et maintenant, l'État lui a demandé, l'hôpital lui a demandé un certificat de non-endettement, ce qui fait qu'apparemment il doit 400 € à l'hôpital. Et donc il ne peut pas obtenir ses papiers pour venir faire le bilan de sa fille après ces 1 an de greffe. Bon, 400 € ça devrait se trouver facilement. En revanche, c'est 200 000 € minimum. Je le rappelle qu'il faut trouver. Les gouvernements qu'il faut trouver pour Manil. Quelque chose. Je pense que est-ce qu'il existe un droit international des enfants malades ou est-ce que ce sont Maître Garret, associatifs? Maître Garret, vous répondez à Nathalie Bissot. Est-ce qu'il existe un droit international des enfants malades? Il y a le droit des enfants, la convention internationale signée par l'ONU, protectrice, mais encore une fois, elle n'est pas d'application directe puisque les instruments qui permettraient d'en faire un texte contraignant sont parfaitement insuffisants. Et là, s'agissant de Manil, c'est une question de 2 mois. Donc, mais oui, il faut aller très très vite. Ce débat existe aujourd'hui, mais il faut que les chefs d'État réagissent dans les semaines qui viennent. Non, mais je vous assure, nous on avait même le cas d'un enfant des îles de Vanuatu qui lui venait d'être adopté.
la mère, il lui manquait je ne sais plus quel papier, et ben du coup elle ne pouvait pas venir faire greffer son enfant ici. Alors que tout était ok. Enfin c'est catastrophique et on se disait même on va le faire rentrer comme s'il était un touriste sur le territoire, cet enfant quoi. On se demandait comment on allait faire pour le sauver. Nathalie Bissot, vous êtes révoltée et c'est normal. Oui. Vous avez perdu un enfant, on vous entend. Farid Slimano, et après je repars vers le professeur Millepied. Farid Slimani, pardon d'avoir écorché votre nom. Dans quelle situation se trouvent les parents du petit Manil actuellement? Eux, s'ils ont une promesse de soins en France, c'est-à-dire de prise en charge, il n'y a pas de problème pour le visa, je crois. Hein. Il n'y aura pas de problème pour le visa à partir du moment où on obtient un rendez-vous. Donc une lettre du professeur qui pourrait donner un rendez-vous pour l'intervention ouvrira les portes pour un visa. Alors, un rendez-vous, c'est très simple, mais pour avoir ce rendez-vous, il faut quand même verser 200 000 euros. Verser les 200 000 euros. Alors, je tenais juste à compléter par rapport à ce que disait le maître Garret tout à l'heure et aussi le professeur, oui. C'est que le bébé, en quelque sorte, par rapport à sa sœur, il a bien précisé que il y a que les jumeaux qui sont HLA 100% compatibles. Et ben, on a le miracle d'avoir la sœur de Manel, oui. Qui est 100% compatible. J'ai devant moi le dossier médical qui a été effectué à l'hôpital d'Alger, où on voit clairement que les HLA sont 100% compatibles pour Manel et Manil. C'est une chance inouïe que la famille a pour sauver le bébé. Avec de tels prénoms, ils sont presque jumeaux d'ailleurs, Manil et Manel. Tout à fait. Donc, faut préciser cela. Donc, c'est une chance inouïe. Donc, le risque est moindre pour Manil et il a beaucoup de chance pour que la greffe s'adapte à son organisme. Donc, par rapport à l'avocat, à Maître Garret, moi, de ce que j'ai appris, je l'ai appris hier concrètement, il y a une convention franco-algérienne pour la sécurité sociale qui se réunit régulièrement, qui a été créée en 1980, je crois, et qui se réunit avec une commission mixte. Cette commission mixte ne s'est pas réunie depuis le milieu des années 90, ce qui pourrait expliquer un peu les désaccords actuels. Vous confirmez ça, Maître Garret ? Moi, j'évoquais le fait que cette commission mixte ne fait pas part publiquement de ses travaux, ce qu'on peut comprendre par ailleurs, mais il faudrait interroger évidemment l'administration pour savoir comment l'appurement de ces comptes vont pouvoir favoriser la prise en charge demain d'enfants comme Manil, parce que la situation perdure depuis des années. Alors concrètement, attendez, Maître Garret, concrètement, que peut faire la famille Blidi, les parents du petit Manil, pour faire bouger les choses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des actions à entreprendre là, parce qu'on n'a pas le temps. Le professeur Millepied le confirmait, c'est une question de mois, voire 2 semaines, et peut-être même 2 jours. Rappelons que le frère de Manil, lui, il est mort à l'âge de 7 mois. Manil a 8 mois. Il faut agir là maintenant. Non, mais il faut croire au pouvoir de mobilisation et au buzz créé par les parents. Vous en êtes le témoin. Mais je crois aussi qu'il faut alerter les chefs d'État. J'insiste là-dessus. Pourquoi Florence Cassé fait autant de buzz à l'Élysée? Parce qu'on se mobilise. Il faut que de la même façon que les parents et leurs conseils tentent de voir Nicolas Sarkozy, mais très vite, il s'agit de vie ou de mort pour évoquer cette question de l'appurement de la dette. Et on ne doit pas tuer un innocent en raison de cette raison d'État qui est une déraison totale. Alors voilà, Farid Slimani, vous avez entendu, il faut envoyer une lettre ouverte au président de la République française en lui demandant, à votre bon cœur, monsieur le président de la République, une lettre ouverte, c'est peut-être important d'interpeller le président qui n'est peut-être pas au courant d'ailleurs de cette affaire. Tout à fait. Et je voulais juste rajouter qu'il y a un article justement dans cette convention qui dit que théoriquement et si on applique concrètement cette loi, cette convention, la sécurité sociale algérienne paye sur facture. Donc qu'est-ce que ça veut dire payer sur facture? Je profite que l'avocat soit là pour lui poser la question. Est-ce qu'on a le droit donc concrètement de poser même si on connaît l'histoire des impayés et tout ça, est-ce qu'on a le droit de demander un versement avant l'opération, alors que dans cette convention même, qui est signée par 2 ministres d'État dans les années 80, qui stipule clairement que la sécurité sociale algérienne ne paye que par facture après intervention. Oui, mais elle ne paye pas. Le problème, c'est qu'elle ne paye pas. Alain Garret, vous voulez répondre en 2 mots? Tout à fait. Je crois qu'il faut faire abstraction de ces mécanismes bureaucratiques d'authentification des créances. Oubliez ce sujet. Est-ce que l'hôpital a le droit de demander concrètement
à une famille de payer 200 000 euros pour faire une intervention à sa famille, alors que le bébé concrètement est otage d'une situation qui ne le concerne pas. Ouais. Enfin... Nous sommes d'accord là-dessus. Là, il faut agir de façon très pratique et ne pas se perdre les pieds dans le tapis du code de la sécurité sociale algérien ou français. Il faut alerter les autorités qui ont le pouvoir de décision. Est-ce que, c'est ma dernière question pour l'instant, Farid Slimani, et après j'aimerais reprendre le professeur Millepied, est-ce que les autorités algériennes se bougent? Est-ce qu'il y a des articles de presse? Est-ce que les médias algériens, je crois qu'il y a eu la chaîne Alger 3 qui a fait un sujet là-dessus, mais est-ce qu'on en parle en Algérie? On en parle, il y a la presse privée aussi, il y a des quotidiens comme... Pas terrible quand on en parle, mais mollo. Oui, mais les réactions ne sont pas, on se bouscule pas à la porte pour apporter des réactions au niveau étatique. Les réactions ne sont pas à la hauteur des espoirs fondés. Bon. Il y a un responsable de la CNAS qui a parlé anonymement pour nier le fait qu'il y ait des dettes au niveau des hôpitaux français. Mais bon, c'est une déclaration anonyme, elle n'a de valeur que pour celui qui en parle. Bien. Donc, voilà. Professeur Millepied, rappelez-nous ce qu'est cette maladie concrètement. C'est un déficit en quoi? En lymphocyte T, c'est ça? C'est un déficit en lymphocytes, lymphocyte T, lymphocyte B, qui empêche d'avoir une réaction immunitaire normale contre un certain nombre de virus, en particulier un virus particulier qui s'appelle l'EBV. Comment? Alors donc on n'a pas de défense, le corps n'a... Alors il n'y a pas d'anticorps, il n'y a pas de globules blancs, pardon? Non, les globules blancs existent, mais simplement l'organisme n'est pas capable de monter une réaction. Quand on est en contact avec un virus pour la première fois, notre système immunitaire va fonctionner de telle sorte qu'il va le reconnaître et il va monter une réaction, c'est-à-dire qu'il va recruter un certain nombre d'autres cellules qui vont être chargées de lutter contre tel ou tel virus. C'est un peu le principe de la vaccination, si vous voulez. Et bien là, ce qui se passe, c'est que le déficit immunitaire en question empêche la possibilité de monter, de recruter des cellules pour aller se bagarrer contre un virus ou contre un autre. Et professeur Millepied, vous nous confirmez qu'on ne vaccine pas des enfants qui ont ce déficit immunitaire parce que ça pourrait les tuer? Ah bien entendu, puisque de tout ça pourrait les tuer d'une part, parce que ça dépend si on utilise des virus qui sont vivants ou morts, mais enfin la plupart du temps c'est des virus tués, mais surtout ça ne sert à rien, parce qu'ils ne sont pas capables de monter une réaction immunitaire. Le fait de vacciner, c'est simplement pour stimuler un système immunitaire valide, fonctionnel, lui permettre de pouvoir plus rapidement ensuite de ça reconnaître le virus contre lequel on a été vacciné, ou l'agent contre lequel on a été vacciné, et se défendre contre celui-ci et le faire disparaître. Mais puisque le système immunitaire ne fonctionne pas, si vous voulez, c'est un défaut intrinsèque, il manque un processus de fonctionnement. Ça ne servirait à rien de faire une vaccination. Au-delà du risque que ça ferait courir, ça serait totalement inutile. Voilà, l'avis du professeur Millepied, avis éclairé puisqu'il est président de la Société française de greffe de moelle osseuse et chef du service hématologie au CHU de Bordeaux. Nous marquons la dernière pause dans cette émission. Il faut sauver le bébé Manil. À tout de suite. Sud Radio vous souhaite une très bonne année 2012. Ouvrez-la. Karim Hassen, enquête et investigation. On est en France et en France quand même on a beaucoup de chance de naître en France parce qu'on bénéficie, il faut se le rappeler, d'une sécurité sociale qui a été mise en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'était le programme du Conseil national de la résistance. Tenez, je vous livre quelques dépêches comme ça, glanées au fil AFP. En Inde, la condamnation de 12 médecins à une amende de 5000 roupies, c'est pratiquement rien, des cacahuètes, pour avoir pratiqué en secret des tests de médicaments sur des enfants et des patients souffrant de handicap. C'est un tollé en Inde. En France, en France aussi ça arrive, un père écroué pour avoir giflé son bébé de 4 mois. Il avait mis la tête au carré et c'était bien sûr le soir du 31 décembre. Bon réveillon et bonne année. Bébé. Et puis comme on parle de greffe, une belle histoire quand même, c'est aux États-Unis, un père de famille a été sauvé grâce à Facebook. L'homme qui devait subir une transplantation de rein, a trouvé un donneur sur Facebook. Et voilà, ça tombe bien parce que sur Facebook, il y a une page aussi qui s'appelle Bébé Manil. Vous irez voir, vous trouverez d'ailleurs des coordonnées bancaires si vous avez envie de faire un don pour sauver ce bébé Manil dont nous parlons aujourd'hui. Nathalie Bissot, vous êtes sensibilisée, j'imagine, même si vous-même vous avez perdu un enfant.
Vous avez envie vous avez envie de... Et puis je voulais vous dire, moi, si j'ai un message aussi à dire, oui, on a de la chance d'être en France, mais par contre, 80% de nos familles tombent dans la précarité, parce qu'en France, il n'y a pas de droit à l'enfant malade. C'est-à-dire que on a droit, si son enfant est handicapé, à une prestation pour l'enfant handicapé. Aucune maison départementale de l'handicap pour la même maladie ne met le même taux d'incapacité, ce qui fait que les familles se retrouvent, certaines la touchent, d'autres ne la touchent pas, donc avec des différences. Mais tant et si bien qu'il n'y a pas de congé enfant malade, c'est-à-dire qu'on a droit à 310 jours payés donc par la CAF. Et au-delà de ça, il faut que son enfant contracte une nouvelle maladie pour avoir droit au renouvellement de ces 310 jours. Ce qui fait que nous consacrons en fait nos dons pour les familles, pour pouvoir en fait participer aux carences en fait du système français. Et si j'ai un message à lancer, c'est un enfant quand il naît malade, même s'il est greffé, justement il est greffé, il a un traitement immunosuppresseur qui là aussi le fragilise de toutes les infections, donc ça reste un enfant fragile, et un enfant qui est greffé n'est pas guéri, il reste fragile et à suivre toute sa vie. Et là, en France, malheureusement, on a tous les soins, mais on n'a pas les moyens d'assurer cela correctement. En fait, les services de pédiatrie ferment. Il n'y a plus de lieux éducatifs pour que les enfants puissent avoir un lieu où ils vont s'ouvrir à la culture, avoir des cours. Les hospitalisations sont longues et les services se ferment et on les case chez les adultes. Alors que la pédiatrie, elle date d'il y a 50 ans, si j'ose dire. C'est pas pour rien qu'elle a été spécifiée et qu'elle existe, et tout est en train de mourir au lieu de qu'on puisse justement donner les moyens de continuer tout ce qui a été mis en œuvre. Alors merci pour ce coup de gueule. Reste avec nous Nathalie Bissot. Oui. Professeur Millepied, je ne veux pas vous mettre dans une mauvaise posture. Vous êtes un praticien de renom, chef du service hématologie au CHU de Bordeaux. Voilà, vous entendez ces critiques. Je ne sais pas si vous en formulez vous-même. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, c'est de la politique là. Hein. On fait plus de la médecine, on fait de la politique, mais de la politique peut-être de santé aussi. Il y a dans les années Pompidou, dans les années 70, la France était au top. Et on a l'impression d'avoir régressé dans bien des domaines, et notamment, c'est vrai, en matière de santé, les hôpitaux ne sont peut-être plus ce qu'ils étaient auparavant. Qu'en pensez-vous ? On est dans une discussion qui est une discussion un peu plus politique. Ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que le niveau de connaissance, le niveau d'activité, le niveau de prise en charge au point de vue médical en France reste excellent. C'est-à-dire que le niveau des praticiens, le niveau des moyens qui nous sont donnés, le niveau des outils qui sont disponibles, la recherche en France, qu'elle soit clinique ou qu'elle soit fondamentale, reste d'excellent niveau. Et quand on compare les résultats qui sont obtenus pour nos patients dans tous les domaines, hein, en France par rapport à d'autres pays à niveau de développement socio-économique comparable, on n'a pas à rougir. Le fait est que, à l'heure actuelle, il existe dans le contexte économique que l'on connaît, un resserrement des moyens qui sont des moyens budgétaires pour pouvoir justement mettre en œuvre la totalité des outils thérapeutiques qui sont les nôtres, et de pouvoir mettre en œuvre non seulement la totalité des outils thérapeutiques, mais l'environnement humain qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour pouvoir utiliser ces outils thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on a, d'un point de vue technique, là probablement c'est très 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 bien, simplement il y a un resserrement, si l'on peut dire, des moyens humains qui sont donnés, et la dame qui parlait signalait en pédiatrie l'accompagnement éducatif, oui, l'accompagnement psychologique, l'accompagnement physique pour des patients qui vont éventuellement être hospitalisés longtemps. Mais c'est important, c'est important. Évidemment que c'est important, c'est fondamental. C'est important autant pour la famille que pour le malade, j'imagine, parce que ça fait partie aussi de sa guérison peut-être. Ah mais bien entendu, je suis tout à fait d'accord. Mais si vous voulez, on est confronté aujourd'hui à une réalité budgétaire qui est celle que la santé a un coût, que le coût de l'aspect technique de la santé devient extraordinairement important, et du coup, pour essayer de continuer à satisfaire ce coût technique, on a tendance à renier dans une certaine mesure sur l'aspect d'environnement humain, et donc c'est un drame important. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on se ressaisisse, qu'on trouve des moyens, qu'on améliore effectivement l'efficience des uns, des autres, etc.
Mais il va falloir faire très attention qu'à un moment donné, cette restriction en termes de personnel ne retentisse pas aussi sur les résultats techniques qui vont être probablement obérés par le manque de suivi, le manque de soutien, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème de ce côté-là. Mais le niveau technique reste excellent. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Eh ben ça, on n'en doute pas, et c'est tant mieux. Maître Garret, comme le disait Nathalie Bissot, faut-il parfois se battre pour que les enfants soient soignés, allez, pour faire un raccourci, et droit aux soins? Non, globalement, sachant raison garder, le système de soins offre en France des dispositifs tout à fait conformes à ce qu'on attend en matière pédiatrique, et s'agissant des enfants en général. C'est pas les soins, hein, c'était l'accompagnement des parents, enfin l'accompagnement des soignés, enfin des personnes qui sont soignées quand ce sont des bébés, oui. Et que les centres de référence sont loin des domiciles. On accueille beaucoup de jeunes bébés des îles, par exemple, et certains restent éloignés de leur famille plus d'une année, parce qu'on n'a pas les moyens d'accueillir la famille. Alors la réponse de Maître Garret, allez-y. Moi je crois qu'il ne faut pas confondre le droit à la santé, le droit aux soins et l'accompagnement. Oui. L'accompagnement. Tout à fait, oui. Voilà, je crois que c'est une question sociale, c'est moins une question sanitaire, c'est une question sociale en général, d'accompagnement des personnes en souffrance, vulnérables, mais que l'on trouve partout ailleurs, non seulement en milieu sanitaire, mais aussi des gens qui sont vulnérables. C'est une question sociale, c'est une question financière, plus que politique peut-être. Est-ce que l'État aujourd'hui a les moyens d'y faire face? Je me pose la question. Bon, en général, vous êtes sollicité pour quel type de dossier, puisque vous êtes avocat en droit de santé? En droit de la responsabilité médicale et hospitalière, et j'insiste, et en défense et en attaque contre les médecins. Ça permet d'avoir oui, vous équilibré en défense et en attaque. Oui, tout à fait. Bon. Vous rassurez le docteur Millepied, le professeur Millepied. Non mais, attendez, tout professionnel, qu'il soit médecin ou pas, est confronté de temps à autre à des interrogations, n'est-ce pas? Mais il ne faudrait pas que ça devienne comme aux États-Unis, maître, ou d'ailleurs des avocats. Alors je ne veux pas jeter l'opprobre non plus sur votre profession, mais des avocats sont allés voir des femmes qui venaient d'accoucher, par exemple, dans des hôpitaux pour essayer de les faire porter plainte, monter des dossiers de toutes pièces pour soutirer quelque argent ici et là. Et vous savez quel est le résultat? C'est que vous n'avez plus aucune femme avocat ou femme d'avocat qui accepte d'être accouchée par un médecin. Voilà la situation aux États-Unis. C'est le retour de bâton. Il faut comparer ce qui est comparable. Le discours de judiciarisation des pratiques médicales vient des groupes d'assurance, de certains lobbies. On n'y est pas. On n'y est pas du tout. Si on mesure les chiffres du contentieux, il n'y a pas une explosion. Il y a quelques difficultés. On sait où elles se passent, ces difficultés. Mais arrêtons de dramatiser cette question-là. Mais le risque zéro n'existe pas en médecine, Alain Garret, vous le savez bien. C'est comme chez vous, maintenant, on va chercher des poux dans la tête de tout médecin pour le responsabiliser. Alors quand on tombe sur des gens que je n'hésite pas à qualifier de salopards, comme les types qui ont fabriqué les prothèses mammaires PIP, là ok, mais qu'on laisse les médecins en paix quand ils font leur boulot. Très bien leur boulot. Hein. Le contentieux est résiduel. Il y a des millions d'actes médicaux qui se pratiquent tous les ans en France. Le nombre de poursuites est sans commune mesure. Bon, eh bien tant mieux. Farid Slimani, c'est bientôt la fin de l'émission, j'aimerais que tout le monde dise un petit mot. Farid Slimani, la famille garde espoir, là, la famille Blidi, la maman n'a pas trop le moral de temps en temps, elle nous l'avouait tout à l'heure. Oui, tout à fait, on l'a entendu et c'était très émouvant d'ailleurs. C'est pour ça que tous, on est un groupe tous solidaires derrière la famille pour arriver au but, c'est-à-dire hospitaliser Manil dans un hôpital français ou en Belgique pour qu'il puisse faire sa greffe de moelle, pour que on se rappelle de lui dans 20 ans, dans 30 ans, qu'il soit là, qu'il soit vivant, qu'il soit avec nous pour le restant de sa vie et pas mourir d'ici la fin de l'année. Ça serait trop malheureux pour une situation d'argent. Moi, j'en appelle à la dignité, à la déontologie, à l'éthique de la profession médicale. On sait très bien qu'aujourd'hui, on ne monnaie pas la vie d'un bébé avec de l'argent. La vie d'un bébé n'a pas de prix. Donc il faut aider la famille, il faut aider tous ceux qui sont derrière cette famille pour que Manil arrive en France, qu'il soit accepté dans un hôpital
et qu'il soit hospitalisé. Message entendu, merci Farid Slimani. Pour 30 secondes, Nathalie Bissot, j'aimerais qu'on termine avec Noël Millepied. Nathalie Bissot, vraiment 30 secondes. Peut-être pouvez-vous servir, vous, votre association, de relais pour trouver une solution sur ce bébé Manil? Écoutez, de mon côté, je vais poster effectivement via nos réseaux sociaux parce que je vais aussi poster un appel, bien évidemment, mais je veux dire, voilà, c'est vrai que j'ai vraiment quand même l'impression que cette médiatisation quand même va faire effet et ce que j'espère de tout cœur, c'est que l'argent qui aura récolté la famille servira en fait à la famille et que l'État algérien va résoudre ce problème avec l'État français pour prendre en charge en fait l'opération, quoi, et que tout le reste serve justement à l'accompagnement de la famille pour toute la suite. Merci beaucoup. Allez, Alain Garé, on vous a entendu. Le dernier mot pour le professeur Millepied. Voilà, moi j'ai envie de saluer ces grands hommes qui se mettent au service de tous les malades et particulièrement des enfants. Noël Millepied, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, ce sera solidarité, si vous voulez bien. Évidemment que je souhaite que la solidarité nationale qui est en train de se mettre en place autour de cet enfant aboutisse à éventuellement pouvoir lui réaliser le traitement, mais je voudrais qu'au-delà de cela, à l'issue de ce genre de faits divers, on va dire, on prenne la mesure de la nécessaire solidarité qu'il doit y avoir, une solidarité qui doit être transnationale, à partir du moment où il existe des moyens qui sont susceptibles de pouvoir aider les gens dans leur santé, que ces moyens soient dissociés de toute considération politique et qu'ils soient offerts d'une manière ou d'une autre, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter. Alors ça passe par l'éducation, ça passe par l'enseignement, ça passe par la formation, parce que je pense que si on formait correctement et si on pouvait former de façon précise les gens, ils pourraient faire les traitements chez eux, etc. Donc je pense que là on est vraiment dans un problème de solidarité. Merci beaucoup, professeur Millepied. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci de l'avoir écouté. Et je vous dis à demain. Sud Radio vous souhaite une très bonne année 2012. Ouvrez-la.